Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Donc la dernière fois, on a fait ce calcul de moment en coordonnées cartésiennes, on fait maintenant le calcul dans la base cylindrique. ER, Eθ, EY. C'est aussi une base orthonormée directe. Hein, et c'est pour ça qu'on a le droit d'écrire ce produit vectoriel comme ça. Bon, alors allons-y, il n'y a pas de difficulté. Romain, qu'est-ce que ça fait le vecteur position OA? Comment je l'écris dans la base des coordonnées polaires? Enfin, cylindriques, pardon. Voilà. Donc R, alors en fait, ce R, c'est ce qu'on a appelé comment? Voilà, c'est grand L, c'est une constante. C'est grand L fois ER. Hein. Donc je vais écrire ici, bon je l'ai écrit là, en base cylindrique, L, 0 suivant Eθ. Attention, le vecteur position, il n'a pas de composante suivant Eθ. Et puis 0 suivant EY. D'accord? C'est bon pour tout le monde ça? Alors, un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que je vais embêter pour ça? Thomas? Le poids. Quelles sont les coordonnées du poids dans la base des cylindriques? Pourquoi mr point? Le poids, c'est P égale mg. C'est un vecteur constant. Ce que je vous demande, c'est quelles sont les coordonnées de ce vecteur poids dans la base des coordonnées cylindriques. Pourquoi R point? On ne parle pas de R point, on parle du poids P égale mg. Je veux juste les coordonnées du poids P égale mg, le vecteur mg, qui est représenté ici en orange. Je veux juste avoir ces coordonnées, ces composantes, dans la base ER, Eθ, Eφ. Ou Eφ, pas Eφ, EY. C'est ça que je demande. Donc par exemple, vous voyez comment il est orienté le vecteur poids? Quel est l'angle entre le vecteur orange et le vecteur violet? C'est θ, effectivement. Donc je l'écris en tout petit ici. Sachant que c'est θ et que ça c'est un vecteur de norme mg. Quelle est la composante de ce vecteur orange dans la direction ER? mg cos θ. Okay. Ensuite, suivant Eθ, c'est la deuxième partie. Suivant Eθ, quelle est la composante de ce vecteur poids? Voilà, moins mg sin θ, effectivement. Et suivant EY, qui pointe vers nous, 0, puisque le poids il est vertical, EY il est horizontal. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, alors maintenant, il reste juste à faire le produit vectoriel, comme on fait d'habitude. Oui? Peu importe. Faites le schéma si vous voulez. Faites le schéma avec un angle θ, voilà, là, tellement grand que ça passe de l'autre côté. Eh ben, ça sera la même formule. Vérifiez-le. Faites le schéma, puis réfléchissez au truc. C'est la même formule. Oui? Alors, il faut que la base qu'on utilise, la base des cylindriques, ça soit une base orthonormée directe. Donc, c'est la règle des 3 doigts. Hein. Donc, si vous mettez votre pouce sur ER, votre index sur Eθ, bien, vous avez votre majeur qui pointe vers vous. Ça, là, tel que c'est représenté, ER, Eθ et EY qui vient vers vous, c'est bien une base orthonormée directe. Voilà. Alors, on fait le produit vectoriel. Alors, vous voyez qu'il y a des zéros ici. Ça veut dire que les deux premières composantes, elles vont être nulles. Et pour la troisième composante, il reste juste grand L fois moins mg sinus θ. Moins mg grand L sinus θ. Et donc, je peux écrire ça en une ligne. Ça fait moins mg L sinus θ fois le dernier vecteur qui est ici, EY. Donc, on retrouve bien ce qu'on avait obtenu avant. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que quelle que soit la base utilisée, du moment qu'il s'agit bien d'une base orthonormée directe, vous trouvez bien la même expression pour le vecteur moment. C'est normal puisque un vecteur ne dépend pas de la base. Cette définition ne dépend pas de la base utilisée, du moment qu'il s'agit d'une base directe. Voilà. Alors, encore une autre façon de voir ça.
je peux représenter par exemple... donc ça c'était, si vous voulez, ça c'est la méthode numéro 1, c'était en cartésienne. Méthode numéro 2 dans la base cylindrique. Méthode numéro 3, une vision complètement géométrique des choses. Je dessine le vecteur position OA. Voilà, il est là. Et puis le vecteur poids que j'avais dessiné ici, je peux, puisque c'est un vecteur n'a pas d'origine a priori. Donc je peux le dessiner, si j'ai envie, à partir du point O, le vecteur poids. Parce que pour ce que je vais dire, c'est un petit peu plus simple de l'exprimer comme ça. J'ai toujours, bien sûr, l'angle θ entre les deux. Okay, et donc je veux calculer, encore une fois, toujours le même vecteur, OA vectoriel P. Alors, là pour ça, on peut déjà se rappeler que la norme d'un produit vectoriel, c'est une propriété que je vous ai donnée au tout début du cours, c'est la norme, c'est le produit des normes de chacun des vecteurs que multiplie le sinus de l'angle entre les deux. Voilà, avec a priori une valeur absolue, c'est une norme, hein, je suis en train de calculer une norme, donc c'est positif. Bon, alors qu'est-ce que c'est que OA? C'est la longueur grand L ici, le poids c'est mg en norme, et puis voilà, j'ai le sinus θ, ça c'est donc la norme du produit vectoriel, c'est-à-dire c'est la norme du vecteur moment. Moment, je mets juste moment, mais c'est le moment du poids au niveau du point O, par rapport au point O. D'accord ? Donc, si j'ai la norme de ce vecteur, il me reste juste à expliquer pourquoi son orientation, c'est moins EY. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on peut dire ça ? Bien, le vecteur OA et le vecteur P, ils sont tous les deux dans le plan vertical du tableau. Hein ? J'écris donc, or, le vecteur position OA et le vecteur poids P, ils appartiennent au plan vertical. Bon, c'est le tableau, c'est votre feuille. Moi, je mets tableau, vous mettez feuille. Et donc, le produit vectoriel, je vous rappelle, c'est une autre propriété, enfin, c'est d'ailleurs comme ça que moi, je l'ai défini. Le produit vectoriel de ces deux vecteurs, c'est un vecteur qui est perpendiculaire aux deux en même temps. Oui ? Parce que je parle de la norme. Il se pourrait que le sinus de l'angle θ il soit négatif. Mais moi, je parle de la norme, donc c'est forcément positif par définition. Okay. Voilà, donc, propriété du produit vectoriel, je sais que le résultat OA vectoriel P, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au tableau. C'est un vecteur horizontal là, par rapport à nous. Hein. Donc, OA vectoriel P est perpendiculaire au tableau ou à votre feuille, et donc il est suivant EY ou suivant moins EY. Alors comment savoir si c'est l'un ou l'autre? Eh bien il suffit de regarder dans quel sens on tourne. Si on tourne en allant du premier vecteur vers le deuxième vecteur, si on tourne dans le sens direct, c'est quoi le sens direct? C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est comme ça. Si on tourne dans le sens direct, alors le produit vectoriel, il va venir vers vous. De façon à ce que, en passant du premier vecteur au deuxième vecteur et au troisième, on ait une base directe. Donc, on peut retenir, si on tourne dans ce sens-là, pour aller du premier vecteur au deuxième vecteur, si on tourne dans ce sens-là, alors le résultat, il part vers vous. Si par contre, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens inverse en mathématiques, c'est le sens négatif, hein, c'est l'inverse du sens trigonométrique direct, alors le produit vectoriel, au contraire, il part vers le fond. Donc, qu'est-ce que c'est ici? J'ai OA, OA il est incliné comme ça, et après j'ai P. Donc en fait, je suis en train de tourner du premier vers le deuxième vecteur, je suis en train de tourner dans le sens trigonométrique inverse. Donc le résultat, c'est un vecteur qui part vers le fond. Donc de OA à P, et donc de OA vers P, on tourne dans le sens, je dirais, le sens négatif. Je veux dire par là le sens, l'opposé du sens trigonométrique direct. Donc en fait, le résultat OA vectoriel P,
il est suivant moins EY. Voilà. Donc, on a retrouvé sans faire le calcul des coordonnées, sans utiliser ces règles un petit peu compliquées de calcul de coordonnées de produits vectoriels, on a retrouvé le résultat. Le résultat, donc, c'est un vecteur qui a pour norme ceci et qui est dirigé vers le fond, moins EY. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ça parce que je trouve que ça, c'est plus parlant quand on a bien compris cette règle-là. On a le résultat assez rapidement, on a tout de suite l'orientation. Alors qu'en utilisant les coordonnées, bon, ça marche à chaque fois, hein, bien sûr, les coordonnées. Mais c'est un petit peu lourd et on ne visualise pas forcément géométriquement à l'avance le résultat. Quatrième et dernière méthode, pour trouver toujours ce produit vectoriel. Donc ça, c'est des choses qui vont être très utilisées en mécanique du solide. Donc voilà, comme ça, si vous êtes à l'aise sur le produit vectoriel, ça sera bien aussi pour la deuxième partie de ce cours. Donc, 4. Je vais refaire rapidement ce schéma ici. Donc, j'ai OA comme ça. Voilà. J'ai le vecteur poids vers le bas. J'ai l'angle θ ici. Voilà. Alors, je réécris la définition. Je cherche OA, produit vectoriel P. Et là, je vais, au lieu de garder OA, je vais le décomposer, je vais utiliser la relation de Schall. Alors, pour ça, je vais introduire un point que je vais appeler H, qui est dans le prolongement du vecteur poids, et tel que OH soit perpendiculaire à cette droite-là, qu'on appelle alors la droite dont la direction est la direction de la force, le vecteur poids, c'est ce qu'on appelle le support de cette force. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je trace le support de cette force-là, qui est ici une droite verticale, et je vais projeter orthogonalement le point O, par rapport auquel je cherche le moment du poids. Je vais le projeter orthogonalement sur cette droite, sur le support de la force P. Bon, c'est pour ça que je l'appelle H, projeté orthogonal. Et donc, c'est là que je vais utiliser le point H dans cette expression par la relation de Schall. Je vais décomposer en deux, ça fait OA, c'est la même chose, bien sûr, que OH plus HA. Et c'est ça dont je dois faire le produit vectoriel avec P. Alors, propriété du produit vectoriel, comme pour le produit scalaire, on peut distribuer. C'est-à-dire qu'on peut dire que ça fait OH vectoriel P plus HA vectoriel P. Et là, donc, on a deux termes qui sont assez simples à calculer. Alors, je vais l'écrire en haut, quand même, ou là. Alors, demandez-vous, tiens, pendant que j'efface le tableau, demandez-vous ce que vaut le deuxième terme. HA, produit vectoriel P, en regardant la figure. Ça vaut quelque chose d'assez simple. Alors, Lucie, est-ce que vous voyez ce que ça vaut ? HA, regardez le vecteur HA et le vecteur P. Qu'est-ce qu'ils ont de remarquable l'un par rapport à l'autre ? Ils sont alignés. Et donc, qu'est-ce que ça a comme importance pour le produit vectoriel ? Quand je fais le produit vectoriel de deux vecteurs alignés, je trouve 0. Pourquoi ? Voilà, il suffit de penser à la formule qu'on vient d'utiliser avant. Norme de l'un fois norme de l'autre fois sinus de l'angle entre les deux. Mais le sinus de 0, c'est 0. Si vous avez deux vecteurs qui sont alignés, l'angle entre les deux, c'est 0. Donc, ça, je peux tout de suite dire que ça fait 0 parce que HA, la droite HA, elle est parallèle au support du vecteur. Je ne pense pas qu'en mathématiques, on écrive des choses comme ça. Enfin, je ne suis pas sûr.
hein. C'est des droites qui sont parallèles. Est-ce qu'on peut dire qu'un vecteur est parallèle à une droite? Tiens, je demande à mes collègues de maths. On écrit ça en maths? Ça existe? Bon, enfin, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, hein, dans la même direction. Voilà, première chose. Et ensuite, OH vectoriel P. Eh bien, on peut écrire la même chose. La norme de OH produit vectoriel P, bah, je vous rappelle que c'est la norme de OH, donc que je vais appeler simplement distance OH, que multiplie la norme de P, bon, c'est P égale mg, et il faut multiplier ça par le sinus de l'angle entre OH, qui est horizontal, et P, qui est vertical. Or, entre OH et P, j'ai évidemment 90 degrés. 90 degrés dans le sens inverse, hein, pas dans le sens trigonométrique direct. Donc c'est ce qu'on peut noter, moins pi sur 2. Bon, alors, si je parle de la norme, ça fait en tout cas sinus de pi sur 2, ou valeur absolue de sinus de moins pi sur 2, si vous voulez, c'est pareil. Sinus de pi sur 2, c'est-à-dire 1. Donc, la norme du produit vectoriel, c'est simplement OH fois mg. C'est un simple produit d'une longueur qui est assez évidente géométriquement et de la norme de cette force. Alors cette longueur-là, est-ce qu'il y en a qui savent, peut-être en SI, je n'ai pas regardé le nouveau programme de SI, comment ça s'appelle cette longueur-là? Eh bien, ça s'appelle le bras de levier. Non, ça vous dit rien? Ok. Bon, eh ben, alors j'écris ici, ça c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Voilà. Alors après, que vaut OH? Bon, bah là, il y a quand même un tout petit peu de trigonométrie, mais c'est pas très compliqué. OH, c'est évidemment la même longueur que ça. Là, on a grand L, on a l'angle θ, donc OH, c'est grand L fois sinus θ. Bras de levier. Hein. Et donc, ça fait grand L, sinus θ, fois mg. Okay. Maintenant, pour ce qui est de l'orientation, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Quand je passe de OH, du vecteur OH, vers le vecteur OA, je suis en train de tourner quand je passe de OH vers le vecteur poids, je tourne de pi sur 2 dans le sens inverse. Donc je sais que le produit vectoriel, c'est un vecteur de norme mgl sinus θ. Voilà, ça fait 3 fois qu'on l'a. mgl fois valeur absolue de sinus θ. Et en plus, son orientation, c'est vers le fond. Donc, et orientation, c'est pareil que tout à l'heure. De OH vers P. On peut mettre comme ça. OH, P. Alors, là non plus, je ne sais pas si c'est les notations des mathématiques. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, des vraies maths. C'est moins pi sur 2. On note comme ça les angles avec des vecteurs? Ok, voilà, moins pi sur 2. Donc, j'ai le produit vectoriel. OH vectoriel P orienté vers le fond, c'est-à-dire suivant moins Y. Moins EY. Voilà, donc on a retrouvé une quatrième fois le même résultat. Oui, j'aurais pu mettre valeur absolue de... ici, en fait, si on veut le faire proprement, voilà, c'est valeur absolue de moins pi sur 2. De sinus moins pi sur 2. Voilà, ça fait 1. Oui. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand je tourne du premier vecteur, quand je passe du premier vecteur vers le deuxième vecteur, je regarde dans quel sens je tourne. Si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le résultat, il va être vers le fond. Si je tourne dans le sens trigonométrique direct, le résultat, il va vers vous. Voilà. Je peux encore le dire autrement. Si le résultat de l'action de la force, c'est de faire tourner l'objet vers la gauche, comme ça, le produit vectoriel, il est vers le fond. Si l'action de cette force, ça consiste à faire tourner, dans le sens trigonométrique direct, alors le moment, il pointe vers vous. Voilà. Donc, bon,
Il n'y a pas besoin, bien sûr, de faire 4 calculs différents. C'est juste pour bien vérifier que tout est cohérent. Et puis, ça vous servira sans doute, ça, à la fin de l'année, hein, quand vous ferez la mécanique du solide. Quasiment tout ce qu'on écrit en mécanique du solide, on l'écrit avec des moments des forces, moments cinétiques. Et puis, vous en verrez d'autres encore. Voilà. C'est bon ? Une petite remarque sur une écriture qu'on utilise souvent en mécanique du solide, mais qu'on peut utiliser en mécanique du point. Remarque, si je parle de la vitesse du point A, la vitesse du point A, bon, on a déjà écrit ça un certain nombre de fois, on est à distance grand L constante du centre de rotation O, et donc vous savez que c'est L fois θ point fois le vecteur Eθ, puisque la longueur grand L est constante. Alors ça, je peux le réécrire autrement. Bon, c'est Lθ point, mais Eθ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même chose que, règle des 3 doigts, c'est la même chose que EY, qui pointe vers vous, produit vectoriel ER. Je l'écris, pour vous en convaincre, EY, produit vectoriel ER. Le vecteur Eθ, c'est bien un vecteur qui est à la fois perpendiculaire à EY, puisque EY est horizontal, Eθ il est dans le plan du tableau, et il est en même temps perpendiculaire à ER. Voilà. Donc ça colle. Alors, je le réécris encore un tout petit peu autrement. Je vais dire que c'est θ point fois EY, produit vectoriel L, ER. Je juste fais passer le L à côté de ER. Bon, eh bien, ce truc-là, ça a un nom. Ça s'appelle le vecteur rotation. Et il est noté en général oméga. Voilà. Oui. Bah je disais, c'est la règle des 3 doigts, quoi. C'est-à-dire que si vous avez votre pouce suivant EY, votre index suivant ER, le troisième vecteur, il va suivant Eθ. Voilà. Alors, autre façon, enfin, je sais pas ce qui est le plus simple pour vous, mais si vous avez donc EY, moi je vois comme ça, hein, j'ai EY qui pointe vers vous, et puis j'ai un ER qui pointe comme ça, EY, ER, le résultat c'est, je remonte par rapport au plan de rotation, et je tourne dans le sens trigonométrique direct, par rapport à ce plan de rotation, je remonte comme ça. Moi, je le vois comme ça directement dans l'espace. La règle des 3 doigts, ça me parle moins. Voilà. Vous faites, en tout cas, ça marche la règle des 3 doigts. Donc voilà, je disais que ce vecteur-là, on le note comme ça, oméga. Alors, je vous rappelle que on a déjà utilisé cette lettre-là. C'est un oméga minuscule. Et je ne pense pas vous avoir fait apprendre les lettres majuscules, mais ça aussi, c'est un oméga. C'est le oméga majuscule grec. Il n'y avait pas les lettres majuscules dans le petit... Bon, voilà. Des fois, on utilise aussi des lettres grecques comme ça, en majuscule. Donc, je l'entoure. Voilà. Ça, on peut le considérer comme une définition du vecteur rotation. Vecteur rotation, produit vectoriel, LER. Qu'est-ce que c'est que LER ? Connaissez les coordonnées polaires, cylindriques, c'est simplement le vecteur position, c'est le vecteur OA. Voilà. Donc quand vous avez une rotation autour d'un axe comme l'axe Y dont on vient de parler, eh bien vous pouvez écrire la vitesse des points à une distance fixe du point O, vous pouvez l'écrire comme ça. Voilà. Alors, ça peut intervenir dans des exercices que vous verrez dans des livres de prépa, parce que eux, si vous regardez dans les livres de prépa, en fait, ils ont choisi, avec la dernière réforme, de mélanger dès le début un petit peu de mécanique du solide avec de la mécanique du point, dans la partie cinématique. Donc, ils peuvent, dans certains bouquins, ils utilisent beaucoup ce genre d'expression. C'est pour ça que je le mets, mais moi, je ne vais pas tellement l'utiliser. Vous verrez ça surtout en mécanique du solide. Je donne juste le nom. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur rotation. Donc, vous voyez, c'est un vecteur
qui est perpendiculaire au tableau. Le pendule, il oscille dans le plan du tableau et le vecteur rotation, il est perpendiculaire au plan d'oscillation, plan de rotation. Précisément, c'est un vecteur qui pointe vers vous quand le pendule tourne dans ce sens-là, et par contre, quand le pendule repart dans l'autre sens, c'est un vecteur qui pointe de l'autre côté. Voilà. Ok. Alors, dernière chose sur le moment cinétique, une application qui a été historiquement importante, c'est le calcul de la trajectoire des planètes, par exemple, dans le système solaire. Alors, je vous en dis un mot. Donc ça, c'est quelque chose, ce dont je vais parler, c'est un petit bout d'astronomie, si vous voulez. Hein. C'est pas un truc fondamental pour un ingénieur, mais l'important, c'est la méthode que j'utilise. Donc, pour avoir quelques notions historiques, toute la mécanique, tout ce qu'on est en train de faire, ça date de quand à peu près? Ça a commencé quand, la mécanique sérieuse? Oui, 1600 à peu près, effectivement. Hein. Et donc, là, ce dont je vais parler, c'est de la trajectoire des planètes autour du Soleil. Donc, il faut savoir que pendant tout le Moyen-Âge, par exemple, on pensait que les planètes, elles décrivaient toutes des cercles. Elles avaient toutes des trajectoires circulaires. Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'à l'époque, on n'osait pas parler des trajectoires par rapport au Soleil, parce que les religieux, les évêques, toute la hiérarchie catholique interdisait de considérer le Soleil comme le centre de l'univers. Hein, il fallait que ce soit la Terre. Donc, pour se ramener à la Terre, on décrivait des cercles combinés à d'autres cercles. Mais on pensait que donc les planètes décrivaient des cercles. Et voilà, ça a été admis depuis l'Antiquité jusqu'aux années 1600 à peu près. Et vous avez même un des premiers astronomes qui s'appelait Giordano Bruno, qui a été brûlé vif pour avoir soutenu que les planètes tournaient autour du Soleil directement avec leurs orbites circulaires et non pas autour de la Terre. C'était sérieux à l'époque, il ne fallait pas proposer des explications comme ça, même soutenues par l'expérience. Si ça avait l'air d'être contraire à ce que disait la Bible, voilà, il fallait passer sur le bûcher. Et donc, relativement peu de temps après, au cours du XVIIe siècle, finalement, il y a un certain nombre d'observateurs, dont Tycho Brahe, qui a montré que effectivement les planètes, pour avoir une description simple de leur mouvement, il fallait considérer qu'elles tournaient autour du Soleil, mais pas de façon circulaire, en fait de façon elliptique. Donc Tycho Brahe, c'était un astronome pur, il a fait plein de mesures, et à l'époque c'était assez costaud de faire ces mesures-là, et c'est un certain Kepler, dont vous avez déjà entendu parler, qui a compilé toutes les données, à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, c'était un très très gros travail. Il s'est aperçu qu'effectivement, les planètes avaient des orbites qui étaient planes, qui étaient elliptiques, et il a aussi mis en évidence les deux autres lois que vous connaissez, enfin je pense. Rémi, quelles sont les deux autres lois de Kepler? C'est pas au programme de terminale? Alors qui a une idée? Oui. La loi des airs, oui, effectivement. Ça dit quoi, la loi des airs? Voilà, les airs balayés par le rayon vecteur sont constantes au cours du temps. Mais je vous montre ça rapidement, peut-être surtout pour ceux qui n'ont pas vu ça. Voilà. Ici, vous avez en F, vous avez le Soleil, mettons, et en M, vous avez une planète. Et en un jour, mettons, la planète, elle va passer du point M1 au point M2. Entre ces deux instants, elle balaye dans l'espace par rapport au Soleil. On dit que le rayon vecteur, c'est-à-dire le vecteur Fm, il va balayer toute la zone qui est indiquée en vert ici. En un jour, mettons. En un jour. Alors, qu'est-ce que dit cette loi? Elle dit que même si le vecteur M, alors je dois pouvoir le tourner, ouais, voilà.
même si la planète est loin, bah, là le rayon vecteur il est beaucoup plus grand bien sûr, n'empêche qu'en un jour, la planète elle va balayer toujours la même surface. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la loi des airs. Et au contraire, bien sûr, si la planète elle s'approche du Soleil, eh bien, vous voyez bien qu'elle va aller plus vite, puisqu'en un jour, il va falloir qu'elle passe de là à là, de façon à ce que ce secteur vert là soit toujours de même surface par jour. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi des airs. Donc, première loi, c'est la trajectoire des planètes, c'est plan, elliptique, et en fait, précisément, ça consiste à dire que le foyer de cette ellipse, je vais en parler juste après, est occupé par l'un des foyers, parce qu'il y a deux foyers, l'un des foyers est occupé par l'astre attracteur, à savoir le Soleil. Voilà. La deuxième, c'est la loi des airs. Et puis la troisième, il y en a peut-être qui s'en souviennent encore, oui. Voilà, t carré sur A3, c'est une constante indépendante de la planète. Alors qu'est-ce que c'est le A? Le A, si vous voulez, c'est le grand diamètre de l'ellipse. On peut considérer une ellipse comme un cercle écrasé. Ben, A, c'est le grand diamètre. T carré sur A3, c'est indépendant de la planète considérée. Voilà, ça c'est les trois lois que Kepler a trouvées à partir des données de l'astronome Tycho Brahe. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Et qui a expliqué pourquoi? C'est plus grand physicien de tous les temps, Newton. Voilà. Donc, c'est ça j'essaie de vous expliquer rapidement, d'où viennent ces propriétés-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème de Kepler. Donc, c'est un exemple d'application du moment cinétique. Je ne sais plus quel paragraphe j'ai mis. Alors, je vais considérer la force d'interaction gravitationnelle entre une planète et le Soleil. Bon, vous savez comment elle s'écrit. Je peux écrire comme ça. UR, c'est quoi? C'est un vecteur unitaire dirigé du Soleil vers la planète. Okay. Alors, comme on n'a pas envie de traîner tout le long la constante grand G, grand M, petit m, grand G, constante universelle de la gravitation, masse du Soleil, masse de la Terre, l'ensemble des trois, je le baptise K. Voilà. Donc ça fait moins K sur R carré fois UR. Alors, par rapport au moment cinétique, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous rappelle qu'il y a un théorème, dit théorème du moment cinétique, qu'on peut appliquer ici, qui donne un résultat particulièrement simple. Alors déjà, on peut écrire le moment cinétique de la Terre par rapport au Soleil. Donc le Soleil, mettons, ça va être... allez, je vais mettre un point S comme Soleil. Voilà. Et puis, vous avez la Terre ici. Mettons que la Terre, c'est le point T. Et donc, le moment cinétique par rapport au Soleil de la Terre, c'est quoi? C'est donc ST, produit vectoriel, masse de la Terre, je l'ai noté petit m, fois sa vitesse. V, c'est la vitesse de la Terre. Le ST, c'est simplement ce qu'on appelle le vecteur position de la Terre par rapport au Soleil. Alors dans ce que je vais écrire, le Soleil, je vais le considérer comme fixe. C'est pas tout à fait vrai. Je pourrais revenir à la fin là-dessus. Lui-même, il décrit des toutes petites ellipses. Mais là, en fait, la correction est infime. Oui. On pourrait calculer le moment cinétique du Soleil par rapport au Soleil, si vous voulez. Ça ferait 0. Mais cette définition n'a pas d'intérêt tant qu'on ne la relie pas au théorème du moment cinétique. Donc moi, je considère ici que le Soleil est fixe pour pouvoir appliquer le théorème du moment cinétique par rapport à un point fixe qui serait le Soleil. Donc S, je mets considéré comme fixe.
Voilà. Bon, ça fait R vectoriel MV, donc on peut écrire ça par exemple en coordonnées cylindriques. Le vecteur position, on a écrit ses coordonnées à l'instant. Et puis le vecteur vitesse, alors je mets M devant encore. Voilà, c'est un nombre. Et puis le vecteur vitesse, vous connaissez en coordonnées cylindriques, donc c'est R point, R θ point et 0. D'accord ? Voilà. Alors que donne le produit vectoriel, Noam ? Produit vectoriel, donc j'ai M devant. Qu'est-ce que c'est le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là? Quelle est la seule composante qui est non nulle? Celle du bas, effectivement. Et combien vaut-elle? Ça vaut R carré θ point, effectivement. R carré θ point. Donc on peut écrire ça. On peut écrire que le moment cinétique par rapport au Soleil, c'est donc M R carré θ point fois un vecteur qui serait perpendiculaire au tableau. Je vais le noter UZ. Voilà, j'imagine un axe Z qui pointe vers nous. Et donc, voilà, je mets UZ. Alors, je vais appliquer, puisque je suis dans le paragraphe moment cinétique, c'est ça mon objectif surtout, je vais appliquer encore une fois le théorème du moment cinétique. Donc, j'écris théorème du moment. Théorème du moment. Alors, moment cinétique, je vous rappelle en mécanique du solide, vous verrez le même théorème en fait appelé théorème du moment dynamique, mais parce qu'il est écrit un tout petit peu différemment, mais c'est la même chose. Donc théorème du moment, j'écris que la dérivée par rapport au temps du moment cinétique, c'est le moment des forces appliquées sur la Terre. Alors, on va négliger l'interaction, mettons, entre la Terre et la planète Mars et toutes les autres perturbations. On s'intéresse que à l'action du Soleil sur la Terre. Bon. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal au moment par rapport au point S de la force de gravitation que j'ai écrite là-bas, que j'ai noté F. C'est-à-dire, c'est égal à le vecteur position, R, produit vectoriel, cette force-là, donc je vais la réécrire comme j'ai écrit là-bas, moins K sur R carré UR. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on remarque, Jules? Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que ça vaut, ce produit vectoriel? J'ai un vecteur R, qui est le vecteur position, c'est le vecteur qu'on pourrait appeler ST aussi. Okay. Et le vecteur ER, je vous rappelle que par définition, c'est le vecteur unitaire qui pointe dans cette direction-là. C'est égal à 0, puisqu'encore une fois, on a un produit vectoriel entre deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc c'est égal à 0, car je peux mettre R est parallèle à UR. Bon, si tout ça c'est égal à 0, ça veut dire que le moment cinétique, il est constant. Le moment cinétique de la Terre par rapport au Soleil, c'est un vecteur constant. Voilà. Et c'est un vecteur qui est perpendiculaire au tableau, qui pointe vers nous, si on tourne dans ce sens-là, mettons. Non, voilà, je vais dire que la Terre elle tourne dans ce sens-là. Et donc il est suivant Z. Donc je peux le noter, sigma, un certain sigma, c'est la norme de ce vecteur, que multiplie UZ, vecteur unitaire, dans la direction Z. Ça veut dire que la constante, le terme qui est là, mr carré θ point, c'est en fait une constante. Donc sigma égale mr carré θ point, ça c'est le résultat du calcul précédent, c'est une constante. Voilà. Ok jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, avec ça, par exemple, on peut justifier cette loi, la fameuse loi des airs. Alors, pour ça, il faut pouvoir donner une expression mathématique de l'air qui est représenté en vert ici. Et donc, je vous rappelle, la question c'est pourquoi est-ce que, quelle que soit la position de la planète, pourquoi en une journée, par exemple, l'air qui est représenté en vert ici, pourquoi est-ce qu'elle est toujours la même?
Alors, pour ça, on peut écrire, voilà, je fais un petit dessin. Je vais mettre ici loi des airs. Voilà. Donc le Soleil, il est ici, et la Terre, elle est au bout du vecteur position R. Si j'attends une très faible durée, je ne sais pas encore quelle est la trajectoire de la planète, hein. On va démontrer que c'est une ellipse, mais si j'attends une très faible durée, la planète, elle va passer de ce point-là, à l'instant T, à un point qui est un tout petit peu plus haut, à l'instant T plus dt, mettons. Elle va passer, je le fais en couleur, la planète, elle va passer du point orange au point violet. Voilà. Donc, le vecteur position, un instant plus tard, ça sera entre S et ce point violet, bien sûr. L'écart entre les deux, c'est quoi? C'est la vitesse que multiplie la durée infinitésimale qui s'est écoulée entre ces deux instants-là. Alors, voilà, ça, je peux le noter dr. C'est une variation infinitésimale du vecteur position. Alors, ce que je cherche à calculer comme r, c'est l'aire du triangle qui est là, qui n'est pas un triangle rectangle a priori. Hein. Voilà. Puisque la planète, elle ne décrit pas des cercles en fait autour du Soleil. Je veux calculer cette aire-là. Alors ça peut avoir l'air compliqué de calculer ça, mais en fait c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on a déjà utilisé dans le tableau précédent, et je vous montre pourquoi. En fait, je vous ai déjà expliqué dès le premier cours que quand vous avez deux vecteurs, A et B, on peut tracer un parallélogramme à partir de ces deux vecteurs-là, et l'aire du parallélogramme, c'est la norme du produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc, par exemple, ici, je peux tracer, j'ai R et j'ai dr. Le vecteur dr qui est là, je vais le passer mettons en couleur, je le fais en vert. Voilà. Ça, c'est le vecteur dr. Eh bien, avec R et dr, je peux faire un parallélogramme. Il suffit de reporter ici dr. Voilà, c'est le même dr. Et puis, je complète ici, je reporte le vecteur R. Et donc, l'aire de ce parallélogramme, en fait, c'est simplement la norme du produit vectoriel entre R et dr. Donc, si je veux l'aire qui est assurée, il suffit de diviser par 2. R assuré, l'aire assurée, qu'on appelle aussi en fait l'aire balayée, en termes astronomiques, on appelle ça le rayon vecteur. Et ça, ce qui est assuré, on dit que c'est l'aire balayée par le rayon vecteur. Comme si ça, c'était un balai. Bon, donc l'aire assurée, c'est quoi? C'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Mais l'aire du parallélogramme, eh ben, on la connaît, c'est la norme du produit vectoriel entre les deux vecteurs qui font les côtés du parallélogramme, R et dr. Voilà. Et puis dr, qu'est-ce que j'ai dit? Dr, c'est VDT. Donc c'est 1/2 de la norme de R, produit vectoriel, VDT. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le rapport entre ce que je viens d'écrire là et quelque chose qu'on a fait avant? Qu'on a fait juste avant. Est-ce qu'il y a, sur ce même tableau, est-ce que vous ne voyez pas, ailleurs dans ce tableau, quelque chose qui ressemble beaucoup à ça? C'est, oui? Voilà, c'est ici. C'est ici qu'on le voit. R, produit vectoriel, MV. C'est un multiple. Donc, je fais le rapport entre les deux. Bon, le dt, c'est un nombre, je peux le sortir. Donc, ça fait 1/2 de R, norme de R, vectoriel V, dt. Et ce qui est là, je m'aperçois que c'est la norme du moment cinétique divisé par m.
Donc la norme du moment cinétique, bon, c'est ce truc-là, est-ce que je lui ai donné un nom? Bah oui, je l'ai appelé sigma tout simplement. Hein. Donc ça, c'est simplement sigma divisé par m. Voilà. Donc j'aboutis à la formule, soit cette R, oui, bah, c'est un nombre. Si je multiplie un des deux vecteurs, quand je fais un produit vectoriel, je multiplie un des deux vecteurs par 2, mettons, et ben le produit vectoriel il est multiplié par 2. C'est proportionnel. Voilà. Donc c'est pareil avec dt. Donc qu'est-ce que je viens de démontrer? Cette R assurée, c'est une R infinitésimale, donc je vais la noter, je vais l'appeler dA. dA, c'est l'air qui est balayé par le rayon vecteur pendant la durée dt. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est égal à la constante sigma sur m, c'est une constante parce que je l'ai démontré juste avant, c'est égal à la constante sigma sur m divisé par 2, sigma sur 2m, et fois dt. Et donc, si je divise par dt à gauche et à droite, j'ai dA sur dt, qu'on peut noter A point. A, c'est comme R, R assuré. Je vais le noter, hein, c'est dA, R assuré. A point, c'est donc sigma sur 2m, et surtout, c'est une constante. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la loi des airs. Bah, j'ai déjà écrit. Hein, ici, on peut dire aussi la deuxième loi de Kepler égale deuxième loi de Kepler. Voilà. Alors les astronomes, ils parlent de, pour ce terme-là, on dit que c'est ce qu'on appelle, je vais l'écrire en couleur, ce terme-là, ça s'appelle la vitesse aréolaire. Voilà. On l'appelle aussi des fois la constante des airs. Bon. C'est OK, ça va jusque-là? Faut me dire, hein, parce que, alors, à vrai dire, là j'hésite un petit peu, parce que après il y a, pour démontrer le fait que la planète décrit des ellipses autour du Soleil, il y a un petit morceau un petit peu costaud. Donc tout dépend si déjà ça, vous trouvez ça costaud. Je vais peut-être laisser tomber. On laisse tomber? Ouais. Bon, alors de toute façon, j'avais pas l'intention de vous faire apprendre la démonstration que j'allais faire. C'est juste comme ça, comme exemple, dont on peut s'inspirer pour faire d'autres exos. Mais bon, on a démontré donc déjà quand même, par rapport au cours de terminale, on vient de démontrer que le moment cinétique est constant. On vient de démontrer la loi des airs. Ah oui, autre chose que j'ai pas dit explicitement, on montre aussi avec ça, sans rien écrire d'autre, on peut justifier avec ça que la trajectoire est plane. Pourquoi? Parce que le moment cinétique sigma, il a une direction constante, comme on vient de l'écrire. Alors, ce moment cinétique, c'est quoi? C'est R, produit vectoriel, mv. Je le rajoute ici. Ce sigma, qui a une direction constante, et qui est en norme aussi constant, c'est donc R, vectoriel mv, à chaque instant. Ça, c'est vrai, quel que soit t. Pourquoi ça? Je m'arrêterai là-dessus, puis après on fait des exos. Pourquoi ça prouve que la trajectoire de la planète est forcément contenue dans un plan fixe. Je précise un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'orientation de sigma par rapport à l'orientation de R, par exemple? D'après la définition du produit vectoriel, oui, c'est orthogonal. D'accord? Donc je le mets ici, sigma S est donc toujours orthogonal à R, et puis exactement de la même façon, ce sigma, moment cinétique, il est toujours orthogonal au vecteur vitesse. D'accord?
Mais ça, c'est un vecteur constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à chaque instant, le rayon vecteur, le vecteur position, il est toujours contenu dans un plan qui est perpendiculaire à ce vecteur constant. R appartient au plan qui est perpendiculaire à ce vecteur constant sigma s. Alors, je ne vais pas faire la démonstration de l'ellipse. On verra si on a le temps, voilà, en faisant un exercice. Mais disons, l'idée pour obtenir ce résultat-là, le fait que les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil, eh bien pour ça, il suffit d'écrire la conservation de l'énergie mécanique. Et pour l'écrire, on écrit explicitement l'énergie mécanique et on dérive par rapport au temps. Et on vérifie que, dans ce cas, ça doit faire, la dérivée de l'énergie mécanique, ça doit faire. Il n'y a pas de force de frottement, il n'y a qu'une force gravitationnelle qui dérive d'un potentiel, donc c'est une force conservative. Donc si on dérive l'énergie mécanique par rapport au temps, ça doit faire quoi? Ça doit faire 0. Elle est constante, ça fait 0. Donc l'idée du calcul, c'est ça. C'est on écrit que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, ça fait 0. Et voilà, après quelques calculs un petit peu costauds, on arrive à trouver la trajectoire de la planète. Voilà. On arrive à trouver que c'est une ellipse. Alors, bon, je vais juste mettre le résultat, parce que c'est quand même pas mal, vous en avez entendu parler dès la terminale. Qu'est-ce que c'est que une trajectoire elliptique? Donc je ne vais pas faire le calcul, je zappe le calcul, juste l'idée. Donc on écrit que toutes les forces sont conservatives. La seule force qui est là, c'est une force gravitationnelle. La force gravitationnelle, Nel, j'ai un doute, je pense qu'il n'y a qu'un N. Il y en a qui sont... Il y a un seul N, non? C'est ça? Bon, alors, on vérifiera. La force gravitationnelle est conservative. Et donc, EM, c'est une constante. D'accord? Il y a 2 N en fait. Ok. EM, c'est une constante. Alors, comment est-ce qu'on écrit l'énergie mécanique? L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, je vais l'écrire comme ça. Énergie cinétique plus énergie potentielle. Okay. Ça fait réviser le paragraphe d'avant. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv2. Mais qu'est-ce que c'est la vitesse en coordonnées polaires? C'est r point et r θ point. Donc, quand je fais le carré de la vitesse, en fait, j'ai juste à faire le carré de r point, théorème de Pythagore, et je rajoute le carré de r θ point. Donc, r carré, θ point carré. Ça, c'est l'énergie cinétique. Et je rajoute l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur, on a vu son expression, c'est moins grand G M1, M2 sur R. Voilà. Donc, la suite du calcul que je vais zapper, ça consiste à écrire que, puisque ça c'est constant, eh bien, on peut en déduire que sa dérivée par rapport au temps, c'est 0. Et là, je mets 3 petits points, c'est un euphémisme, il y a quand même quelques lignes voilà, un peu calculatoires. On trouve que la distance entre le Soleil, l'astre attracteur et la planète, elle peut s'écrire sous cette forme-là. P sur 1 plus E cosinus θ, avec P et E qui sont des constantes. P, E égale constante. P, c'est ce qu'on appelle le paramètre. Et E, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Voilà. Si ça vous intéresse un jour, vous regardez sur, vous regardez sur Wikipédia. Voilà une ellipse. Ça fait partie de ce qu'on appelle les coniques en mathématiques.
bon, bah, c'était fait en terminale à mon époque, on n'en parle même plus en prépa aujourd'hui. C'est l'intersection, de manière générale, les coniques, c'est l'intersection d'un plan avec un cône. Donc vous voyez, il y a un des types de coniques, c'est l'ellipse, mais on peut aussi, par intersection entre un plan et un cône, on peut fabriquer aussi une parabole ou aussi une hyperbole. Bon. Alors, voilà, c'est à cette tête-là, l'ellipse. On peut considérer ça comme un cercle écrasé. Et donc, il y a plein de propriétés qu'on ne fait plus en maths, par exemple. Bon, celle-là, non, je vais zapper. Et je vais juste dessiner voilà, ça, hein, pour vous expliquer un petit peu la troisième loi de Kepler, ce qu'elle veut dire. Hein. Donc, ici, pour que ce soit une ellipse, il faut que le petit e il soit inférieur à 1. Excentricité, E inférieur à 1 pour une ellipse. Je mets ellipse, E inférieur à 1. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que si E est supérieur à 1, on pourrait avoir R qui tend vers l'infini. Alors, R tend vers l'infini, ça existe aussi, hein, et justement, on tombe dans ce cas sur les paraboles et les hyperboles. S'il s'agit d'une planète, c'est une ellipse, et donc l'excentricité E, elle est inférieure à 1. Alors, donc juste pour que vous sachiez ce que veut dire la troisième loi de Kepler, je dessine une ellipse. Alors c'est un peu dur à dessiner, j'aurais dû préparer un polycopier peut-être pour ça. Hop, voilà, c'est un cercle écrasé. J'ai essayé de vous dessiner ça, vous ne dessinez pas ça. Hein. Bon, j'essaie de le faire un peu mieux quand même. Voilà. Et donc, sur cette ellipse, vous avez un grand diamètre. Vous avez le centre de l'ellipse qui est là, bien sûr. Vous avez un grand diamètre et vous avez un petit diamètre qui est perpendiculaire. Okay. Le grand diamètre, on le note en mathématiques, on le note 2A. C'est-à-dire que là, vous avez A entre O et le point, je ne sais pas, le point grand A ici. Vous avez la distance petit a. Et puis, tiens, si je parle du point B ici, entre O et B, vous avez la distance qui est traditionnellement écrite petit b. Et le Soleil, là-dedans, il n'est pas au centre. Il est... Alors, je vais exagérer, en fait, il est très très proche du centre. Mais moi, je vais l'écrire exprès, je vais le mettre là. Il occupe ce qu'on appelle un foyer de l'ellipse. Alors, je ne vais pas rentrer dans la définition du foyer, mais voilà, par exemple... propriété qu'on peut démontrer dans les coniques, hein, je fais pas ça parce que vous faites plus en maths, mais en fait cette distance là que je passe en vert, c'est la distance A, voilà, je fais en vert, et on peut démontrer que c'est la même que celle-là ici. Voilà, c'est la même chose. La distance B suivant la perpendiculaire, c'est ça. Et puis on introduit aussi, quand on étudie les coniques, on introduit la distance C qui est là. Voilà. Donc la distance C, ça représente l'écart entre le centre de l'ellipse et le Soleil. C'est-à-dire que plus C est grand, plus le Soleil est excentré par rapport au centre de l'ellipse. Et précisément, on peut démontrer que C, c'est E fois A, et c'est pour ça que E s'appelle l'excentricité. Plus E est grand, plus l'astre attracteur est éloigné du centre de l'ellipse. Voilà l'origine du nom. Voilà, et donc tout ça pour dire que la fameuse loi de Kepler, elle s'écrit effectivement, c'est la troisième loi de Kepler, qu'on peut démontrer là, à partir de ça. Hein. Troisième loi de Kepler, c'est T2 sur A3 égale 4pi carré sur grand G fois... Alors c'est la même formule que celle que vous avez démontrée, je crois, avec le cercle, avec le cas de l'orbite circulaire. Je sais pas, vous démontrez ça en terminale ? Oui, alors il y en a qui l'ont fait, peut-être d'autres non. C'est la même formule à ceci près que ce n'est pas le rayon ici, puisque ce n'est pas une orbite circulaire, ce n'est pas le rayon qui intervient,
c'est cette distance A qui est la moitié du grand diamètre. On appelle ça le demi-grand axe. Tiens, je mets son nom, A, demi-grand axe. Voilà. Bon, et puis dernière remarque, et je m'arrête là, après on passe aux exos. En réalité, cette formule, elle n'est rigoureusement vraie que si le Soleil est considéré comme fixe. Or, le Soleil lui-même, à cause du mouvement des planètes autour de lui, il a aussi un petit mouvement elliptique. Il tourne très peu autour d'un point fixe. Bon. Et donc, en fait, on peut démontrer, en allant au bout des choses, que ce n'est pas exactement ms. Ici, c'est ms plus la masse de la Terre, si on considère qu'il n'y a que la Terre et le Soleil. Alors, si on oublie les autres planètes, voilà, il faut corriger la formule avec ça. Ça, c'est donc voilà, la troisième loi de Kepler. Bon, alors, je vous propose donc de finir l'exercice que on a attaqué. Voilà, donc on avait représenté les forces et j'écris le PFD, donc ça c'est juste du cours, en utilisant le repère de Freinet, qui est le repère vecteur tangent, vecteur normal dirigé vers le centre de courbure. Donc ici, le centre de courbure, il est toujours au même endroit puisqu'il s'agit d'une trajectoire circulaire. Et donc, on prend les composantes de tous ces vecteurs à gauche et à droite selon le vecteur EN, vecteur normal. Alors ça, on l'avait déjà fait, non? C'est ça? Je sais plus. On l'a fait? Ah, pas dans les deux groupes. Alors je le fais pour pas que les autres s'ennuient. Hein. Donc je vais prendre chaque vecteur, et je vais regarder, je vais écrire quelle est sa composante suivant EN. Donc suivant EN, alors le poids, bon, quand on fait ça, le mieux c'est de représenter la direction du vecteur en question, le vecteur EN, et il faut se demander quel est l'angle entre le vecteur que je dois projeter et le vecteur EN en question. Donc ici on voit bien que c'est le même angle qu'au centre, c'est l'angle θ. Voilà, je vais écrire peut-être en petit, θ. Le vecteur EN, il pointe vers le centre. Le vecteur P, quand je le projette sur EN, il pointe dans l'autre sens. Donc on aura un signe négatif. Et comme on a un angle θ ici, sa projection c'est moins mg cos θ. Donc pour le poids, c'est moins mg cos θ. Ensuite, pour Rn, Rn, il est dirigé vers le centre de la trajectoire comme le vecteur En. Donc je n'ai pas à me poser de question, c'est plus Rn. Et c'est égal à la composante suivant En de ce que j'ai écrit à droite. Bon, on l'a sous les yeux. Le vecteur tangent, il est perpendiculaire à En, donc il ne reste que mv carré sur R. Voilà. Et donc, il faut en déduire une expression de Rn. On l'a sous les yeux, il suffit d'isoler Rn. Ça nous fait Rn est donc égal à mv carré sur petit r plus mg cos θ. Okay. Dites s'il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Donc, j'insiste quand même sur un truc, vraiment de base. Quand on écrit suivant un certain vecteur, ça veut dire qu'on va écrire une égalité entre des coordonnées. Donc à partir de là, il n'est hors de question d'avoir des petites flèches, des vecteurs. Il n'y a plus de vecteurs, il n'y a que des nombres algébriques. Voilà. Alors, à partir de là, on passe à la conservation de l'énergie. On aurait pu écrire aussi le PFD suivant les composantes tangentielles. Je ne sais plus si dans l'exercice on le demande après, mais enfin, si on ne demande pas tout de suite, c'est que peut-être on va pouvoir s'en passer. Alors, on écrivez la conservation d'énergie mécanique entre l'instant où la voiture est en bas, donc la voiture, voilà, je vais la dessiner, c'est la mécanique du point, donc c'est un point.
puis ça m'arrange, je ne saurais pas dessiner. Voilà, la voiture, elle est en bas ici. À cet instant-là, sa vitesse, c'est V0. À ce moment-là, elle a une vitesse V0. Et à cet instant-là quelconque, on va dire que sa vitesse, c'est V, hein, comme on l'a écrit là-bas. Voilà. Alors, conservation de l'énergie mécanique. Pourquoi il y a conservation de l'énergie mécanique? Parce que les seules forces qui sont non conservatives, dans cet exercice, il y a combien de forces? Il n'y en a que 2, donc c'est vite balayé. Vous avez le poids, qui est une force conservative. On connaît d'ailleurs l'énergie potentielle de pesanteur par cœur, MGZ. Hein. Et puis, vous avez Rn. Pourquoi est-ce que Rn, allez Yann, pourquoi est-ce que Rn a un travail nul au cours de la montée de la voiture dans le looping? Ma question, c'est pourquoi, je vais l'écrire ici, il y a marqué « Écrire la conservation de l'énergie mécanique ». Je voudrais justifier en 2 mots pourquoi effectivement l'énergie mécanique est conservée. Il y a une seule force qui est non conservative, c'est-à-dire à laquelle on n'a pas associé d'énergie potentielle dans le cours, c'est la force Rn. Or, le travail de la force Rn, quelle que soit son intensité, le travail au cours de la montée de la voiture dans le looping, ce travail, il est nul. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire à chaque instant du déplacement sur une petite longueur? Imaginez par exemple, regardez, là, la voiture, quand elle est ici, elle va se déplacer, un instant plus tard, elle va se retrouver ici. On a un déplacement qui est tangent à la trajectoire. Comment est-ce qu'il est ce déplacement par rapport à Rn? Orthogonal. Ok? C'est ça que vous avez dit? Donc, du fait qu'il soit orthogonal, pourquoi le travail est nul? Voilà. Le travail, c'est le travail infinitésimal, c'est la force produit scalaire le déplacement. Donc, si on veut l'écrire proprement, c'est pas absolument indispensable, mais on peut écrire une intégrale. C'est l'intégrale au cours du déplacement de Rn, produit scalaire, le déplacement. Or ça vaut toujours 0. Pourquoi? Parce que Rn est perpendiculaire au déplacement. Rn, le vecteur Rn, réaction du support, est toujours perpendiculaire au déplacement infinitésimal de la voiture. Puisque la tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon du cercle. C'est pas plus compliqué que ça. Mais au lieu d'écrire l'intégrale, vous pouvez écrire une petite phrase. Hein. Le vecteur Rn est suivant un rayon, le déplacement est tangent au cercle. Donc, comme la seule force non conservative, si vous voulez, je le mets ici, a un travail nul, ben on sait que l'énergie mécanique va être conservée. Par exemple, il y a un théorème qui dit DEM sur dt égale la puissance des forces non conservatives, et donc c'est égal à 0. C'est-à-dire que EM est constant. Voilà. Pour dire simplement, 9 fois sur 10, ça peut se résumer à dire qu'il n'y a pas de frottement. Quand il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique est conservée. Bon. Alors, maintenant, donc, je reviens à l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, elle est constante. Et qu'est-ce que c'est que l'énergie mécanique? Vous devez savoir que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ici, énergie potentielle de pesanteur. Donc, il faut écrire ça, il faut écrire cette somme en 2 points particuliers. Ici, c'est le point, est-ce qu'il a un nom, ce point, dans l'énoncé? Non. Donc, on va l'appeler, on va l'appeler comment? Le point A, c'est ça? Okay. Le point A. Oui, parce que départ, c'est un peu long à écrire. Hein. A. Et le point qui est ici, à un instant quelconque, mettons, c'est le point M. D'accord? Donc, écrivez l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Je vous rappelle que l'énergie potentielle, c'est défini à une constante près. Donc, essayez de trouver, à votre avis, quelle va être le plus simple comme origine des altitudes pour écrire cette énergie potentielle. Oui. Non, parce qu'une somme de 0, c'est 0. Pour un physicien, ça se dit somme. Hein. C'est une somme de 0. Vous pouvez en mettre une infinité, ça fait toujours 0.
Alors, donc, ça veut dire que l'énergie mécanique, le fait que ce soit constant, l'énergie mécanique au point A, c'est la même qu'au point M quelconque. Ben, écrivez ça explicitement. Donc ma première question, c'est, avec un petit peu d'intuition, allez, on règle ça tout de suite, mettons Ethan, quel est, à votre avis, le point qu'il est malin de prendre comme origine des altitudes dans ce problème? C'est le point O. Effectivement, question, pourquoi? Pourquoi c'est malin de prendre le point O et pas le point A? Oui, Guillaume? Voilà, parce qu'on va pouvoir calculer très simplement l'altitude juste en utilisant l'angle θ. Si vous avez en tête le triangle, avec une petite formule de trigonométrie élémentaire, vous allez pouvoir exprimer l'altitude du point M par rapport à l'altitude du point O. Bon, on aurait pu le faire en mettant l'origine des altitudes en A, mais c'est pas très habile, parce qu'on va rajouter dans ce cas une constante qui ne sert à rien. Okay. Donc on choisit, et à partir de là je vous laisse faire, on choisit l'origine des altitudes, choix z égale à 0 en O. C'est complètement arbitraire. C'est pas grave, l'énergie potentielle, c'est quelque chose qui est défini à une constante près. Voilà. Alors, axe Z, hein, donc j'ai un axe Z, je vais le dessiner, tiens, au centre. Il est vertical. Je le choisis vers le haut parce que pour l'énergie potentielle, on a besoin de l'altitude. L'altitude, c'est vers le haut. Et donc, je décide de mettre son origine au niveau du centre, justement, de la trajectoire. Alors, comme c'est bientôt l'heure, juste au niveau du point A, on écrit cette énergie cinétique. Alors, Jarod, qu'est-ce que cette énergie mécanique? L'énergie mécanique au point A, c'est donc quoi? Qu'est-ce que je peux écrire? Alors, j'ai dit énergie cinétique plus énergie potentielle. Quelle est l'énergie cinétique au point A? Non, elle n'est pas nulle. La vitesse au point A, la vitesse de la voiture, c'est V0. Voilà, 1,5 de m V0 carré. Et son énergie potentielle, si je prends comme origine des altitudes le point O, c'est l'altitude 0. L'axe Z, il est orienté vers le haut, c'est l'altitude. Donc je descends de combien? Donc j'écris quoi comme énergie potentielle? Voilà, moins mg, alors c'est pas A, c'est... J'ai pas entendu. Moins mg, voilà, moins mg petit r. Voilà l'énergie mécanique au niveau du point A. D'accord? Alors, c'est l'heure. Eh ben, je vous laisse, voilà, d'ici le prochain TD, essayer d'avancer un petit peu à partir de ça. Voilà, bon appétit.